Aujourd'hui, on fait une plongée dans une idée vraiment vertigineuse. Ah bah c'est le mot, oui. Devenir 37 fois meilleur dans un domaine précis, et ça en l'espace d'une seule année. Et attention, on ne parle pas d'une amélioration de 37%, hein. Non, non, c'est bien 37 fois supérieur au point de départ. 37 fois, c'est fou. Parce que, en général, la transformation personnelle, on nous vend ça avec des résolutions de début d'année spectaculaires. Complètement. Le fameux changement de vie radical, avec la volonté de faire qui va avec. C'est ça. Mais là, pour cette analyse des habitudes atomiques, on va voir que c'est tout le contraire en fait. On s'éloigne totalement de la pensée magique ou de la motivation pure. Exactement. On entre dans le domaine de la mathématique comportementale. C'est pas un concept abstrait, ce multiplicateur de 37. C'est la stricte application des intérêts composés, mais à nos habitudes. Des intérêts composés, donc comme en finance quoi. Voilà, en finance, tu gagnes des intérêts sur tes intérêts et ça crée une courbe exponentielle. Bah, si on transpose ça au comportement humain, c'est pareil. Donc, s'améliorer de seulement 1% chaque jour, c'est ça? Ouais, 1% de manière constante pendant 365 jours. Et mathématiquement, ça donne un résultat final de 37,78. C'est précis. Très précis. Mais le problème de fond, c'est que le cerveau humain est biologiquement incapable de conceptualiser cette croissance exponentielle. Bah oui, parce que, enfin, on est programmé pour le résultat immédiat, non? Chasser, on mangeait, tu fais un effort, tu as un résultat direct et linéaire. Du coup, l'idée de faire un petit effort tous les jours, un truc qui frôle le zéro absolu en termes d'impact sur le moment, notre cerveau comprend pas. Il rejette complètement, ça défie toute notre programmation. Mais alors sur le papier, la mathématique est claire. Seulement, on vit dans un monde saturé de dopamine. Ouais, où tout va très très vite. C'est clair. Du coup, comment une notion aussi chirurgicale peut tenir le coup dans la vraie vie? Il y a cette analogie géniale dans les sources, celle du vol commercial. Ah oui, l'analogie de la trajectoire. Elle illustre parfaitement le décalage entre l'action immédiate et le résultat lointain. Imaginons un avion sur le tarmac à Los Angeles. D'accord, je visualise. Il est programmé pour atterrir à New York. Les moteurs tournent, tout est prêt. Et là, avant le décollage, le pilote modifie le cap de l'appareil d'à peine 3,5 degrés vers le sud. 3,5 degrés, c'est rien du tout. C'est virtuellement invisible à l'œil nu. À l'échelle de l'avion, ça représente un déplacement du nez de l'appareil qui équivaut à genre l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc le passager dans la cabine, il ressent absolument rien. Aucune secousse. La direction a l'air totalement identique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au final? Bah, c'est là que la magie opère. Ce minuscule changement, en se maintenant sur les 5 heures de vol, va s'amplifier drastiquement avec la distance. Ah, à cause de l'effet cumulé. Voilà. Au moment d'amorcer la descente, l'avion sera pas du tout au-dessus de New York. Il va atterrir à Washington. Ah ouais, carrément. Donc une divergence de quelques millimètres au départ, ça devient un écart de plusieurs centaines de kilomètres à la fin. Exactement. Et la mécanique de nos choix quotidiens obéit à la même géométrie. C'est pas notre position immédiate qui compte, c'est vraiment la direction vers laquelle pointe notre avion personnel. Ok, l'image est super parlante. Mais, et là je fais l'avocat du diable, le comportement humain, c'est pas un pilote automatique. C'est sûr. Si on reprend l'avion, pendant les 4 premières heures de vol, on voit pas Washington se profiler à l'horizon. On a l'impression d'aller vers New York, quoi. Tout à fait. L'erreur de perception est totale. Dans la vraie vie, c'est pareil. Si je me dis, tiens, je vais courir 15 minutes tous les matins, au bout d'un mois, je me regarde dans le miroir, et je vois aucun changement. Aucun. Et c'est là que le piège se referme. Du coup, le risque, c'est que notre fameux cerveau de chasseur-cueilleur, qui veut sa récompense tout de suite, nous dise d'abandonner bien avant l'atterrissage. Et c'est précisément le nœud du problème. Ce décalage temporel, ça crée une friction psychologique majeure que les sources appellent la vallée de la déception. La vallée de la déception. Ça sonne un peu comme un lieu dans un film fantastique, mais en moins fun. C'est carrément pas fun. C'est l'espace critique où la logique des petits pas croise notre besoin viscéral de gratification immédiate. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. D'accord. Et il y a une image pour visualiser ça, je crois. Celle du glaçon. Ouais, l'image du glaçon est parfaite. Imaginons une pièce fermée, très froide, maintenue à moins 4 degrés Celsius. Ok, il fait bien froid. Au centre de la pièce, il y a un glaçon posé sur une table. Et là, on décide d'investir une quantité massive d'énergie pour réchauffer la pièce. Donc on pompe de l'air chaud, on fait des efforts. Voilà, on travaille dur, la température monte à moins 3 degrés, puis avec encore plus d'efforts à moins 2, et ensuite moins 1. Mais si on regarde le glaçon à moins 1 degré, il n'a pas bougé. Exactement. Il est parfaitement intact, rien n'a fondu.
Visuellement, le retour sur investissement est nul. C'est super frustrant. C'est l'essence même de cette vallée de la déception. Le cerveau fait une conclusion linéaire et totalement fausse. Il se dit « j'ai fait un effort colossal, le glaçon n'a pas réagi, donc ma méthode est nulle Alors qu'en fait, on connaît la physique. ». Oui. Quand la température fait ce petit pas en plus, passant de -1 à 0 degré. Là, on atteint le point de fusion, la glace fond. Exactement. L'illusion, c'est de croire que c'est ce dernier degré qui a fait tout le travail. Mais thermodynamiquement parlant, c'est faux. L'énergie fournie pour passer de -4 à -1, elle n'a pas été perdue. Elle a été stockée, c'est ça? Voilà, le dernier degré a juste franchi un seuil. Il a libéré le potentiel accumulé silencieusement depuis le début. Tu sais, ça me fait grave penser à la frustration d'un téléphone quand la batterie est à plat. Ah, la fameuse batterie morte, vas-y. Le téléphone s'éteint, tu le branches au mur et tu attends. Mais l'écran reste noir pendant de longues minutes. Et là, on commence à s'impatienter. Grave. On débranche, on souffle sur la prise, on se dit que le câble est cassé, alors qu'en fait, à l'intérieur, la batterie charge. Les ions s'accumulent. C'est juste qu'on n'a pas atteint le seuil des 1 ou 2% pour rallumer l'écran. C'est une super analogie. Traverser la vallée de la déception, c'est fixer cet écran noir en ayant l'impression de perdre son temps, alors que le processus est bien en marche. Donc la vraie question, psychologiquement parlant, c'est comment on s'empêche de débrancher le câble prématurément. C'est ça. Comment on continue quand le glaçon fond pas? La littérature classique nous dirait de visualiser l'objectif, de penser très fort au résultat final, Ouais, le truc classique de la motivation. sauf que notre analyse montre tout l'inverse. L'antidote à cette vallée de la déception, c'est pas d'être obsédé par le résultat. C'est de redéfinir son identité. Redéfinir son identité. C'est une bascule intéressante. Parce qu'on nous parle tout le temps des objectifs SMART, des trucs très précis. Et là, on nous dit d'oublier la ligne d'arrivée. C'est un changement de paradigme total. Si tu lis ta motivation juste au résultat, la vallée de la déception devient intolérable. Au premier obstacle, tu lâches tout. D'accord. Le mécanisme proposé, il opère plus en profondeur. Regardons ça avec l'exemple de 2 personnes qui essaient d'arrêter de fumer. Ok. On propose une cigarette à la première personne, elle répond « non merci, j'essaie d'arrêter Ça a l'air d'être une bonne réponse, non? C'est honnête. ». Honnête, oui, mais ça révèle une lutte interne épuisante. Psychologiquement, cette personne s'identifie toujours comme un fumeur. Ah, genre elle se dit « je suis un fumeur, mais je me force à pas fumer aujourd'hui Exactement. La motivation repose que sur la volonté, et la volonté, on le sait, c'est une ressource qui s'épuise. Maintenant, écoutons la deuxième personne. Face à la même proposition, elle dit « non merci, je suis pas fumeur ». ». Ah ouais? Le rapport de force est plus du tout le même. On passe de la privation à une vraie affirmation. C'est la différence entre la psychologie du manque et la psychologie de la fierté. La deuxième phrase, c'est pas la suppression d'un désir, c'est la défense d'une identité. On se bat plus contre une habitude, on se définit autrement, quoi. C'est ça. Quand tu dis « j'essaye », tu es dans la restriction. Quand tu dis « je suis pas », tu protèges l'intégrité de ce que tu es. Et c'est là que la mécanique des petits 1% entre en jeu. Comment ça? Comment le cerveau y valide cette nouvelle identité? Par un système de preuves empiriques, des petits votes en fait. Chaque action atomique, elle n'est pas là pour transformer ta réalité tout de suite. Elle agit comme un bulletin de vote dans l'urne de ta nouvelle identité. Donc si je lis 2 pages d'un roman un mardi soir, le but c'est pas d'avoir une culture littéraire immédiate ou de finir le livre en un record de temps. Pas du tout. C'est juste une preuve, un vote, qui dit à mon cerveau « Eh, regarde, on est le genre de personne qui lit ». Exactement. C'est l'accumulation de ces petits votes quotidiens qui fait pencher la balance. Le cerveau observe ces micro-comportements et il finit par y croire. Mais attends, il y a un obstacle majeur là-dedans. C'est la dissonance cognitive. Ah oui, cette fameuse tension psychologique. Ouais, le truc super inconfortable quand nos actes contredisent nos croyances. Si un matin j'ai grave envie de fumer et que je dis haut et fort « je suis pas fumeur », alors que j'ai écrasé un mégot la veille, c'est un mensonge. Oui, le cerveau a un détecteur de mensonges très performant. Voilà. Pareil, si je suis en surpoids, je fais 2 pompes et je dis « je suis un athlète ». Le cerveau va rejeter ça en bloc, non? Complètement. Le cerveau rejette la déclaration si elle est isolée et contredite par la réalité environnante. C'est la limite de la pensée positive non structurée. Alors, comment on fait pour que ces votes soient pris au sérieux sans déclencher cette dissonance cognitive de malade? Il faut une architecture spécifique. Et c'est là qu'on arrive à une donnée très contre-intuitive. L'identité, elle ne se forme pas en vase clos. Elle a besoin d'un écosystème. Donc le cerveau accepte le changement seulement si l'environnement le soutient.
Exactement. On sort du mythe de la volonté pure pour entrer dans la gestion de l'environnement. Donc si je rate mon objectif, c'est pas parce que je suis faible, c'est juste parce que mon salon est mal organisé. Ça paraît fou, mais oui, on a tendance à héroïser la volonté. On se dit que le succès dépend de la force de caractère. Mais les données prouvent massivement l'inverse. C'est souvent l'environnement le coupable. Presque toujours. Il y a cette étude pendant la guerre du Vietnam qui illustre ça avec une clarté redoutable. Ah oui, l'étude sur le Vietnam. C'est fascinant ça. Pendant le conflit, l'armée américaine a affronté une crise sanitaire énorme. On estime qu'environ 20% des soldats sur place développaient une dépendance sévère à l'héroïne. 20%? Un soldat sur 5? C'est colossal. Énorme. Et du coup, le retour aux États-Unis terrifiait les autorités médicales. Tu m'étonnes. Ils s'attendaient à une explosion des overdoses et de la criminalité. C'était les prévisions, oui. Une vraie épidémie de rechute. Et pourtant, le suivi de ces vétérans a montré des chiffres qui ont bouleversé notre compréhension de l'addiction. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Une fois rentrés chez eux, 90% de ces soldats lourdement dépendants ont arrêté leur consommation presque du jour au lendemain. 90%? Du jour au lendemain? Oui, de la rémission spontanée, sans passer par des centres de désintox complexes. Sans sevrage médical lourd. Mais on parle de l'héroïne, là. C'est une des drogues qui altère le plus le cerveau. Comment on explique une guérison aussi massive? L'explication, c'était pas une soudaine poussée de volonté collective. C'était la disparition totale des déclencheurs de l'environnement. Ah, parce qu'au Vietnam, tout les poussait à consommer. Exactement. Le stress des combats, l'humidité, l'éloignement de la famille, l'accès facile à la drogue, leur cerveau associait tous ces signaux à l'action de consommer. Et le retour au pays, ça a tout réinitialisé? Radicalement. Un climat différent, leurs proches autour d'eux, loin du front. Sans les déclencheurs, l'habitude s'est éteinte d'elle-même. La loi comportementale derrière ça est limpide. Le cerveau humain cherche toujours à conserver son énergie. Il prend le chemin de la moindre résistance. Toujours. Du coup, si on ramène ça à notre quotidien, c'est une clé de lecture incroyable. On passe notre temps à se battre contre nos propres déclencheurs. Donne-moi un exemple. L'addiction au téléphone. Si je veux lire un livre le soir, mais que mon smartphone clignote sur la table de nuit, je demande à mon cerveau d'utiliser sa volonté pour ignorer l'écran. Ce qui l'épuise. Et la mauvaise habitude. Exactement. Manipuler la friction à notre avantage. Ok, très bien. Mais concrètement, pour construire une bonne habitude, on fait comment? Prenons un truc difficile, aller courir à 6 heures du matin. Le classique. À cette heure-là, il fait froid, le lit est super chaud, et mon cerveau me hurle de rester sous la couette. Sans déménager sur un autre continent comme les soldats, je recrée comment cet effet Vietnam dans ma chambre. En inversant la loi de la moindre résistance, tu élimines toute friction physique et cognitive pour la bonne habitude. L'effort, il ne doit pas avoir lieu au réveil. Ah bon? Il a lieu quand alors? La veille au soir. À froid, quand ta motivation est stable, tu prépares tes affaires de façon chirurgicale. Tes chaussures de sport doivent être en plein milieu du passage, entre le lit et la porte. Genre pour que ce soit plus compliqué de les éviter que de les mettre. C'est ça. Si tu dois enjamber tes chaussures pour te recoucher, ça active un moment de conscience. Parce que sinon, chercher des chaussettes propres dans le noir, délasser ses baskets... Ce sont des micro-frictions. Isolément, ça a l'air de rien. Mais à 6 heures du matin, quand t'as aucune énergie mentale, c'est l'excuse parfaite pour capituler. Le cerveau adore ce genre d'excuses. En préparant l'environnement, tu lui retires l'opportunité de négocier. Enfiler les chaussures devient le truc le plus simple à faire. Sur le principe de la friction, c'est imparable. Mais franchement, j'ai un doute. Dis-moi. Même si mes baskets me barrent la route, même si je veux être un coureur, il y a des matins où le moteur démarre pas. Le réservoir mental est à 0. Le simple fait de penser à courir 5 km, c'est non. Le fameux mur d'inertie. Voilà. Comment on force le système quand on se prend ce mur de face? Ce mur, il est souvent lié à l'amygdale. C'est la zone du cerveau qui gère la peur et la réaction aux menaces. Donc courir 5 km, c'est une menace pour le cerveau. Pour l'organisme, oui, ça perturbe sa stabilité. La parade tactique, c'est ce qu'on appelle la règle des 2 minutes. 2 minutes. D'accord. L'idée, c'est de réduire massivement l'envergure de l'habitude pour qu'elle passe sous le radar de l'amygdale. Toute nouvelle habitude doit être compressée en moins de 120 secondes. 120 secondes chrono. Mais physiologiquement, courir 2 minutes, ça sert à rien pour le cardio. Le but, c'est pas le cardio. L'intérêt, c'est la construction neurologique de l'habitude. C'est une erreur fondamentale de vouloir optimiser une habitude avant de l'avoir standardisée. Donc l'objectif, c'est plus de courir 5 km. Non. L'objectif devient juste de mettre tes chaussures et de fermer la porte derrière toi. C'est tellement petit, tellement peu menaçant que le cerveau se bat pas contre ça. C'est malin. Et une fois la porte fermée, les 2 minutes sont passées.
Voilà, et si tu veux vraiment rentrer, tu as le droit de rentrer. Le contrat est rempli. Tu as déposé ton vote pour affirmer ta nouvelle identité. Tant que l'action n'est pas automatique, l'intensité de l'effort a aucune importance. Seule la répétition compte pour forger les circuits de l'identité. Franchement, quand on rassemble toutes les pièces, c'est d'une ingéniosité folle. N'est-ce pas? On compresse l'action à 120 secondes pour esquiver la résistance mentale. Ensuite, on rend cette petite action inévitable en manipulant l'environnement la veille. Et chaque fois qu'on le fait, on dépose un vote silencieux pour forger notre nouvelle identité. C'est exactement le processus. On arrête de se battre contre nous-mêmes. On devient juste la personne qui fait ces choses. Et au fil du temps, ces votes génèrent cette énergie latente qui finit par faire fondre le glaçon de la vallée de la déception La boucle est bouclée. et la trajectoire de l'avion dévie de 3,5 degrés. C'est magnifique. On passe d'un effort d'une lourdeur infinie à une mécanique de haute précision. C'est un écosystème implacable. L'environnement facilite l'action, l'action valide l'identité, l'identité maintient le cap pendant qu'on stagne, et le temps fait le reste avec les intérêts composés. C'est ce qu'il faut vraiment retenir de cette plongée, c'est qu'on a le droit d'arrêter de s'autoflageller avec le mythe de la volonté pure. Fini la culpabilité pour manque de discipline. Complètement. On s'appuie sur la patience des 1%. On comprend que si on voit rien tout de suite, c'est juste de la thermodynamique, le glaçon emmagasine la chaleur, on remplace le manque par la fierté de son identité comme le non-fumeur, et surtout, on devient l'architecte de notre espace. Avant que cet espace ne programme nos comportements à notre place, oui. Exactement. Et ça, c'est une vraie révolution perso. D'ailleurs, ce dernier point soulève une réflexion qui va encore un cran plus loin. Vas-y, je t'écoute. Si on admet que notre environnement dicte une part aussi énorme de nos actions, sans qu'on s'en rende compte, et que ces actions, mises bout à bout, forgent notre identité profonde et dirigent toute notre vie, Ouais. ça pose une question vertigineuse sur notre libre arbitre. C'est-à-dire, à quel point on est vraiment maître à bord, c'est ça? Précisément, dans quelle mesure les choix qu'on fait aujourd'hui, nos passions, les objectifs qu'on poursuit, sont véritablement nos propres choix? Ah, ouais. Tu veux dire que ce serait juste des réactions à notre décor? Il y a de fortes chances que ce soit de simples réponses pavloviennes, des adaptations aux notifications de notre téléphone ou carrément à l'aménagement de la pièce où on passe nos journées. C'est chaud de se dire ça. C'est une pensée qui invite à observer son salon ou son bureau avec un œil radicalement nouveau en terminant cette écoute. Sommes-nous vraiment les pilotes qui choisissent le cap? Ou est-ce la forme même du cockpit qui dirige notre avion à notre insu?